Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La philosophie en commun, collection dirigée par Stéphane Doyer, Jacques Poulain, Patrice Vermeyren. Nourri trop exclusivement par la vie solitaire de la pensée, l'exercice de la réflexion a souvent voué les philosophes à un individualisme forcené, renforcé par le culte de l'écriture. Les querelles engendrées par l'adulation de l'originalité y ont trop aisément supplanté tout débat politique théorique. Notre siècle a découvert l'enracinement de la pensée dans le langage. S'invalidait, et tombait du même coup en désuétude cet étrange usage du jugement où le désir de tout soumettre à la critique du vrai y soustrayait royalement ses propres résultats. Condamnées également à l'éclatement, les diverses traditions philosophiques se voyaient contraintes de franchir les frontières de langue et de culture qui les enserraient encore. La crise des fondements scientifiques, la falsification des divers régimes politiques, la neutralisation des sciences humaines et l'explosion technologique ont fait apparaître de leur côté leur faillite, induisant à reporter leurs espoirs sur la philosophie, autorisant à attendre du partage critique de la vérité jusqu'à la satisfaction des exigences sociales de justice et de liberté. Le débat critique se reconnaissait être une forme de vie. Ce bouleversement en profondeur de la culture a ramené les philosophes à la pratique orale de l'argumentation, faisant surgir des institutions comme l'école de Korčula, Yougoslavie, le Collège de philosophie, Paris, ou l'Institut de philosophie, Madrid. L'objectif de cette collection est de rendre accessibles les fruits de ce partage en commun, du jugement de vérité. Il est d'affronter et de surmonter ce qui, dans la crise de civilisation que nous vivons tous, dérive de la dénégation et du refoulement de ce partage du jugement. Dernière parution. Serge Valdinoci, La préscience mystique. La méditation réinventée, 2021. Joaitnanu, Vision des logiques libres. Pour une sémantique philosophique de l'artiste, 2021. Viviane Horta Generoso, Qu'est-ce qu'être juste avec l'autre? Le différend entre Foucault et Derrida à propos de la folie, 2021. Alejandro Bilbao et Enrique Porqueres, Corps et personnes dans les sociétés biotechnologiques. Études psychanalytiques et anthropologiques, 2020. Chantal Mouffe. Avant-propos. Depuis son décès à Séville en 2014, de nombreux événements en hommage à Ernesto ont été organisés dans différents pays, et son œuvre continue à être célébrée dans le monde entier. Parmi toutes ces manifestations, le colloque « Hégémonie, populisme, émancipation. Perspective sur la philosophie d'Ernesto Laclau », dont la plupart des interventions sont publiées dans ce livre, représente pour moi un moment particulièrement important. Réalisé les 26 et 27 mai 2015 à Paris, ce fut un des premiers et il réunit un grand nombre de prestigieux intervenants et amis proches, mais c'est surtout le fait qu'il ait eu lieu à Paris, une ville à laquelle Ernesto était très attaché, qui m'a procuré une émotion particulière. Il disait souvent que Buenos Aires et Paris étaient les deux villes où il se sentait vraiment chez lui. Peut-être parce que toute sa famille, tant maternelle que paternelle, était d'origine française, ou parce que c'était la première ville qu'il avait connue lors de son arrivée en Europe en 1969. Quoi qu'il en soit, il avait toujours un immense plaisir à flâner dans les rues parisiennes et à s'installer dans des cafés pour lire et travailler. Pour des raisons professionnelles, nous avions décidé d'habiter à Londres, mais dès que nous le pouvions, nous faisions un saut dans notre petit appartement de la rue de Charonne. Nous avions un vrai besoin de nous retrouver avec notre cercle d'amis français et argentins, et de garder le contact avec la vie intellectuelle en France. Un ami espagnol s'amusait à décrire Ernesto comme un Argentin qui enseigne en Angleterre, mais qui pense en français. Et il n'y a pas de doute que, si bien son œuvre est fortement ancrée dans l'expérience politique de l'Argentine, elle a aussi été profondément marquée par la pensée française. Et cela depuis le début, à travers les milieux intellectuels et politiques qu'il fréquentait pendant ses études à l'Université de Buenos Aires. Il me racontait comment lui et ses amis lisaient toutes les revues françaises et discutaient passionnément les dernières publications de la mouvance structuraliste. C'est ainsi qu'ils avaient découvert Althusser en même temps que moi, qui fréquentait pourtant son séminaire à l'école normale. Pour ces jeunes étudiants,
Il ne s'agissait pas seulement d'une fascination intellectuelle car ce qu'il cherchait dans les auteurs français, c'était des outils théoriques pour comprendre le péronisme et la spécificité de la politique argentine. Ernesto était d'autre part très engagé politiquement dans le Partido Socialista de la Izquierda Nacional, PSIN, et il était rédacteur en chef de son journal Lucha Obrera. Ses études terminées, il enseigna de 1966 à 1967 à l'université de Tucumán, mais avec l'arrivée de la dictature il perdit son poste et lorsqu'Eric Hobsbawm lui proposa son aide pour obtenir une bourse de doctorat à l'université d'Oxford, il accepta. C'est ce qui l'amena en Grande-Bretagne où il fit par la suite toute sa carrière universitaire, à l'université d'Essex. Il continua cependant à avoir un rapport étroit avec la pensée française, et il n'y a pas de doute que parmi les auteurs qui l'ont le plus influencé on compte deux Français, Jacques Derrida et Jacques Lacan. Déjà évidente dans Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics, le livre que nous avons publié ensemble en 1985, l'influence de ces deux auteurs a été décisive pour l'évolution ultérieure de sa réflexion. Ernesto n'a pas eu l'occasion de connaître Lacan, mais avec Derrida, qu'il retrouvait régulièrement au bar de l'hôtel Lutetia pour discuter sur la déconstruction, il avait établi des rapports amicaux et il fut très affecté par sa disparition. À côté de l'admiration qu'il éprouvait pour l'importance de sa contribution théorique, il appréciait aussi sa générosité et sa grande disponibilité pour les échanges intellectuels. Je me souviens par exemple de sa gratitude lorsque Derrida accepta pro bono de venir passer 2 jours à Essex pour répondre aux très nombreuses questions qui lui avaient été adressées par les étudiants du Centre for Theoretical Studies, dont Ernesto était le directeur. Le fait que ce soit le Collège international de philosophie, créé par Derrida qui, avec l'appui d'autres institutions, ait pris l'initiative de ce colloque, me procure une satisfaction particulière car cela évoque pour moi le lien privilégié qu'entretenait Ernesto avec son fondateur. Comme je l'ai déjà signalé, depuis ses années d'étudiant, la théorie pour Ernesto devait contribuer à éclairer la pratique et il est toujours resté fidèle à cette approche. Ses recherches théoriques devaient lui permettre de saisir la nature de la conjoncture politique, afin de comprendre comment intervenir pour la transformer. Il était vraiment passionné par la politique et par toutes les expériences de gauche. Dans les années 70 et 80, nous avons ainsi suivi avec beaucoup d'intérêt le développement de l'eurocommunisme, en Italie bien sûr, mais aussi en Grèce et en Espagne. Nous avions de rapports amicaux avec plusieurs intellectuels du Parti communiste italien PCI, du Parti communiste espagnol PCE, et du Parti communiste de l'intérieur grec, et nous les visitions fréquemment. Notre figure de référence commune était Antonio Gramsci, qui était perçu comme le théoricien de la révolution dans le monde occidental. C'est aussi pendant ces années qu'avec Stuart Hall, nous avons organisé à Londres le Gramsci Research Group. Nous nous réunissions une fois par mois pour analyser le thatcherisme, et c'est là que nous avons eu les premiers débats autour de la réinterprétation de la conception gramscienne de l'hégémonie développée dans Hegemony and Socialist Strategy. En Amérique latine, c'était des décennies très sombres avec l'instauration de dictatures militaires dans plusieurs pays, dont l'Argentine, où Ernesto ne put retourner qu'en 1984 après le rétablissement de la démocratie. Plus tard, avec la victoire d'Hugo Chavez au Venezuela, de Lula au Brésil, de Néstor Kirchner en Argentine et d'Evo Morales en Bolivie, on assista à l'avènement de toute une série de gouvernements progressistes qui enthousiasmèrent Ernesto. Il commença à se rendre souvent en Amérique latine pour suivre de plus près ses expériences. Cela le conduisit à renouer avec la réflexion sur le populisme qu'il avait engagé dans son premier livre Politics and Ideology, in Marxist Theory. Particulièrement intéressé par ce qui se passait en Argentine, il était un fervent défenseur de la ligne politique défendue par Néstor Kirchner et Cristina Fernández de Kirchner, et il célébrait les importantes réformes démocratiques qu'ils avaient réalisées. Il s'identifiait au kirchnerisme, dans lequel il voyait un mouvement qui mettait en œuvre le projet national populaire qu'il avait défendu dans sa jeunesse. Il ne voulait pas manquer cette expérience, et c'est pourquoi pendant les 10 dernières années de sa vie il s'arrangea pour faire de longs séjours en Argentine.
Nous avions d'ailleurs le projet d'aller nous y installer lorsque j'aurais pris ma retraite. Ernesto avait toujours eu le désir de créer une revue, et il considéra que le moment était venu de réaliser ce vieux rêve. Intitulé « Débattent y combattent », son objectif était de servir de lieu d'échange entre les penseurs de gauche au niveau international. Grâce à l'appui de bénévoles et de subsides du ministère de la Culture, cette revue parvint à publier entre 2011 et 2015 9 numéros qui eurent beaucoup de succès. Débattent y combattent organisait aussi des colloques, et c'est ainsi qu'en octobre 2012 nous eûmes le plaisir à Buenos Aires, lors du colloque sur Modernité multiple dans un monde multipolaire, de faire la connaissance de Jean-Luc Mélenchon avec lequel nous avons tout de suite sympathisé car nous avons découvert que nous avions beaucoup d'affinités. Après le colloque, nous avons eu avec lui un échange public pour examiner ce que la gauche européenne pouvait apprendre de la nouvelle gauche latino-américaine et de son combat contre le néolibéralisme. Nous étions d'accord sur la nécessité d'une stratégie populiste de gauche en Europe, mais Jean-Luc était sceptique sur la possibilité de faire accepter ce terme dans le contexte français. Une des choses que je regrette le plus, c'est qu'Ernesto soit disparu trop tôt pour pouvoir assister au succès de Podemos. Il était au courant de l'intérêt que son travail suscitait au sein d'un groupe de professeurs de l'Université Complutense de Madrid, mais il n'a jamais rencontré Pablo Iglesias ou Íñigo Errejón. Podemos représente le type de populisme de gauche qu'il appelait de ses vœux, et il aurait été fier et heureux de voir comment il se réclamait de son influence. Dans la belle notice nécrologique qu'il a publiée le 14 avril dans le journal Público Errejón, se lamente de la disparition d'Ernesto, au moment, dit-il, où nous avons tellement besoin de lui. J'aurais tant aimé qu'il puisse aussi voir l'émergence de mouvements qui, comme la France insoumise, correspondent à sa vision de la politique. Et il aurait été vraiment fasciné par ce qui se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne, avec le tournant populiste qu'a pris le Labour sous la direction de Jeremy Corbyn. Il a été un compagnon irremplaçable, généreux, optimiste et plein de tendresse dans la vie quotidienne et je ressens profondément sa perte. Il a été aussi un professeur inoubliable, ouvert au dialogue, et qui a formé un groupe remarquable de doctorants venus de tous les coins du monde. Ernesto n'est plus parmi nous, mais il nous reste son œuvre, qui est une inépuisable source d'inspiration. Et comme le montre la richesse des interventions réunies dans ce volume, dont les auteurs représentent une grande variété de positions politiques, elle continue à alimenter la réflexion théorique et la pratique politique de la gauche dans toute sa diversité. Rada Ivekovic. Diogo Sardinha, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Patrice Vermeyren. Introduction, déconstruire le concept de populisme. Ernesto Laclau, mort au mois d'avril 2014, est reconnu aujourd'hui comme l'un des noms les plus importants de la philosophie politique de la fin du XXe et début du XXIe siècle. Un colloque sur son travail a été organisé en 2015 à Paris, où il fut cependant tardivement reconnu par rapport aux univers des langues anglaises, espagnoles et portugaises, ainsi que par rapport au monde post- et décoloniaux, où il est un classique moderne pour les intellectuels et militants. Ce colloque, conçu à la fois comme un hommage au penseur et à son œuvre et comme la poursuite de débats qui étaient déjà en cours au moment de sa disparition, réunit à Paris quelques-uns de ses principaux interlocuteurs en France, Étienne Balibar, Tony Negri, Jacques Rancière, Françoise Vergès, aux États-Unis, Judith Butler, Nancy Fraser et en Argentine, Horacio González, et compta encore avec le soutien de sa principale collaboratrice et son épouse, la politologue et philosophe Chantal Mouffe. Le livre présent rassemble quelques-unes des interventions présentées à cette rencontre fructueuse. Ernesto Laclau a écrit des ouvrages vite devenus des références sur le plan international des débats concernant l'hégémonie, le populisme et l'émancipation, trois concepts clés de sa réflexion que nous reprenons ici. Mais il a également marqué les controverses intellectuelles par son travail sur la traduction, le langage, la théorie du discours, avec ses effets sur les notions d'identité, de nation et de pouvoir, sur le concept de chaîne d'équivalence qui prend appui sur Gramsci, avec ses origines multiples bien que lointaines dans la logique d'équivalence, la relation des apostrophes, équivalence en mathématiques, et en proximité reconnue de Wittgenstein, Lyotard ou encore du bouddhisme, de signifiant vide et de signifiant flottant,
emparenté avec la psychanalyse, tout ceci dans la perspective de dépassement de la lutte des classes comme seule motivation politique. Il s'est penché sur les histoires politiques de plusieurs pays et s'est engagé auprès de différentes orientations politiques de gauche, dont le kirchnerisme en Argentine. Il n'a reçu qu'un accueil très faible de la part de la philosophie institutionnelle française et le fait, mineur peut-être aux yeux de certains, que son entrée Wikipédia n'existait même pas en français au moment de sa disparition, révèle combien il est longtemps resté méconnu d'un vaste public. Plus frappante encore, une autre preuve du retard hexagonal dans cette réception est le fait que le livre qui l'a rendu célèbre, Hegemony and Socialist Strategy, Towards the Radical Democratic Politics, écrit conjointement avec Chantal Mouffe et paru à Londres en 1985, n'ait été traduit en français qu'en 2009 sous le titre Hégémonie et stratégie socialiste. Vers une politique démocratique radicale. Ce texte est largement considéré comme appartenant à la fondation du courant post-marxiste en philosophie, terme dont Laclos et Mouffe ne réclament pas particulièrement la paternité, mais dont ils considèrent plus tard, dans la préface rédigée en 2000 pour la réédition de l'ouvrage que finalement, il convient bien à leur entreprise, pourvu qu'on le comprenne, comme le procès de réappropriation d'une tradition intellectuelle aussi bien que comme le procès de son dépassement. L'ouvrage, qui s'inspire fortement du concept gramscien d'hégémonie, déploie une nouvelle compréhension de comment des positions dominantes sont constituées en politique, et des voies par lesquelles, au travers de la formation de contre-hégémonies par exemple révolutionnaires, elles pourront être renversées. De là, toute leur théorisation de ce qu'ils appellent les chaînes d'équivalence, formes de relations qui s'établissent entre différentes luttes dont les acteurs, à un moment donné du conflit politique et social, s'aperçoivent que, au-delà de la diversité de leurs revendications, ce qui les unit ou bien les points sur lesquels se recoupent leurs protestations et exigences l'emportent sur ce qui les sépare. Ces équivalences d'intérêts se raccordent alors pour engendrer un réseau susceptible de faire basculer le rapport de force, ou d'établir une articulation étendue, à même d'englober et surmonter les différences et de les subordonner à des buts communs, dont la puissance accumulée devient capable par là même d'instaurer une nouvelle situation générale de gouvernement. Sous-jacent à cette élaboration, qui n'est pas seulement prospective, c'est-à-dire ne vise pas simplement à donner des indications pratiques et théoriques pour susciter des transformations politiques à l'avenir, mais est encore explicative de certaines métamorphoses passées, il y a l'idée de l'antagonisme comme élément constitutif des rapports sociaux. Dans Hégémonie et stratégie socialiste, il distingue soigneusement les antagonismes des contradictions, notamment tels que les marxistes traditionnels les ont traités, leur argument consistant à dire que les premières ne sont ni de simples oppositions réelles, simplement physiques par exemple, ni des oppositions logiques, comme certains l'ont cru dans le sillage de l'idéalisme hégélien. Les antagonismes, ajoute-t-il, sont des relations entre des entités qui ne sont pas pleines, dans la mesure où leur constitution en tant que telle est rendue impossible par la présence de l'autre. Dès lors, ces antagonismes ne se confondent plus avec les oppositions réelles ni avec les contradictions qui toutes deux supposent la présence en vis-à-vis d'entités qui sont déjà pleinement ce qu'elles sont. Pour la même raison, ces derniers types de relations sont objectifs, tandis que les antagonismes constituent les limites de toute objectivité, devenant du coup insaisissables par le langage qui n'existe, lui, que comme tentative de fixer l'antagonisme et de le désamorcer ou pacifier. Voilà qui explique l'intérêt d'Ernesto Laclos et de Chantal Mouffe à un nombre important de concepts et de grilles d'intelligibilité puisés dans la philosophie du langage, de Wittgenstein à la théorie du performatif, en passant par Saussure, Benveniste et Lacan. Les travaux des deux co-auteurs se séparent partiellement ensuite, et deviennent complémentaires, eux Laclos accentuant ses intérêts spéculatifs et conceptuels, ces Mouffe s'engageant dans des débats sur le politique et la démocratie. Nonobstant, ils garderont toujours la référence à l'antagonisme et à ce qu'il a d'irréconciliable au sein du tissu social. Dans ses ouvrages ultérieurs, Ernesto Laclos investit plus directement les concepts d'émancipation et de populisme, au traitement desquels il apporte une fraîcheur certaine. Le premier est l'objet de son recueil Émancipation S de 1996, partiellement traduit en français, avec des remaniements comme la guerre des identités. Grammaire de l'émancipation. Prenant acte de l'effondrement du socialisme, y compris en Occident,
où il perd sa capacité de mobilisation des masses en vue de projets considérés émancipateurs tels que la Révolution, ainsi que de la crise de la social-démocratie, avec en plus le déclin des mesures d'inspiration keynésienne appuyées sur des États-providence nationaux. Ce livre associe les espaces laissés vides par ces deux formes de structuration des solidarités de classe, au ressurgissement des identités culturelles, propices d'une part au multiculturalisme autre part aux politiques xénophobes et d'autre part encore à l'intégrisme islamique, qui tous mettent en doute l'idéal de l'émancipation lui-même. L'auteur s'engage alors dans la distinction de trois niveaux d'analyse. D'abord celui des objets effectifs, en l'occurrence les identités, ensuite celui des règles de leur constitution, enfin celui des logiques qui sous-tendent ces règles. À l'aide de cette méthode, il tente de déconstruire les catégories centrales du discours d'émancipation, non pour l'écarter, mais pour la revigorer, en l'asseyant sur de nouvelles bases théoriques. Avant tout, il souligne que, à la différence de ce qui se passait depuis Rousseau, la démocratie est désormais liée à la reconnaissance des différences et du pluralisme, qui rompt avec l'idée d'une émancipation universelle et oblige à repenser les formes de constitution de la sphère publique, avec les concepts qui s'y rattachent, parmi eux ceux d'identité et de représentation. C'est, pour Laclos, l'occasion de distinguer les discours politiques institutionnels, qui estompent les frontières internes au sein de la société. Le discours conservateur qui ne veut voir qu'une nation en serait un bon exemple, et les discours populistes qui, en tentant d'établir une frontière entre les dominants et le peuple, ne veulent reconnaître que deux positions dans cette même société, pour distribuer tous les éléments sociaux dans des chaînes d'équivalence réparties de part et d'autre de la frontière. Dans ce discours de rupture et non de conciliation, le peuple apparaît comme un équivalent agrégé des demandes et des identités sociales. L'étude de cette dichotomie discursive sera poursuivie dans un ouvrage ultérieur, On populiste reason, cette fois plus rapidement traduit en français et ayant bénéficié de quelques comptes rendus dans la presse nationale, y compris spécialisée. Dans la raison populiste, s'inspirant en partie de l'expérience historique du péronisme, surtout dans sa première période, le point de départ de Laclos est le constat suivant. Une ambiguïté s'associe d'ordinaire à l'usage du mot populisme, qui met celui qui veut faire de l'analyse sociale dans une position certes malaisée, mais non accidentelle, puisqu'en réalité elle est un signe des limites de ce que Laclos appelle les outils ontologiques actuellement disponibles pour cette analyse. Et après avoir passé en revue quelques textes de référence sur le sujet, tous prenant appui sur une conception de la rationalité politique à la lumière de laquelle le populisme apparaît comme manquant de quelque chose, il serait vide idéologiquement, ou bien il serait vague dans son contenu, il serait anti-intellectuel, ou encore il serait forcément de droite et ainsi de suite. Il formule sa proposition herméneutique élargir le modèle de rationalité en termes d'une rhétorique généralisée, de telle sorte que le populisme apparaît comme une possibilité, spécifique et toujours présente, de structuration de la vie politique. Prenant le populisme au sérieux, Laclos peut ainsi s'engager dans un examen des dimensions performatives du discours politique, notamment de ce que celui-ci cherche à atteindre lorsqu'il adopte des processus de simplification. Ces processus, explique Laclos, sont inhérents à la politique telle qu'elle existe, dans la mesure où ils visent à attirer la sympathie d'un nombre conséquent de personnes, alors que seulement dans un monde impossible, où la politique aurait été entièrement remplacée par l'administration, et l'antagonisme aurait cédé sa place à l'ingénierie sociale, ces simplifications et imprécisions seraient elles aussi éradiquées de la sphère publique. À elles seules, ces thèses, originales et souvent provocatrices, justifient l'intérêt suscité par son œuvre et rendent compréhensible le fait que quelques-uns des philosophes de la politique actuellement les plus connus soient devenus des interlocuteurs réguliers de Laclos. Outre les noms déjà mentionnés, on évoquera Simon Critchley et Slavoj Žižek. Il convient d'y ajouter l'implication citoyenne de Laclos dans les débats en cours, notamment en Argentine, son pays natal qu'il a quitté au début des années 1970 pour poursuivre ses études avec Eric Hobsbawm à Oxford. L'activité qu'il a développée sur place, et de façon plus large dans toute l'Amérique du Sud, l'a rendu un intellectuel familier du public de langue espagnole, reconnu pour ses contributions théoriques, notamment au cours des 10 dernières années.
La présence de quelques penseurs argentins lors du colloque évoqué procura l'occasion de revenir sur la contribution que les épistémologies du Sud neuf sont susceptibles de fournir aux débats politiques qui se déroulent en France, en Europe et surtout dans le Sud global, portant entre autres sur un populisme de gauche controversé, que Laclos appelait de ses vœux et qu'il laissa en héritage pour notre époque. Le colloque Hégémonie, populisme, émancipation, perspective sur la philosophie d'Ernesto Laclos, 1935 à 2014, s'est déroulé les 26 et 27 mai 2015 à Paris, d'abord à la fondation de la Maison des sciences de l'homme FMSH et puis à la Maison de l'Amérique latine MAL. Il a été organisé conjointement par le Collège international de philosophie, le laboratoire d'études et de recherche sur les logiques contemporaines de la philosophie de l'Université Paris 8 et son département de philosophie, le Collège d'études mondiales, la FMSH et la MAL. Nous avons été honorés de recevoir le soutien de l'ambassade d'Argentine en France et de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes de 2015, au programme de laquelle le colloque a été intégré. Nous remercions chaleureusement ces institutions ainsi que leurs responsables. Tous, ils ont rendu possible cet événement. Nous pensons notamment à Michelle Viviorca, FMSH, à l'ambassadrice Maria del Carmen Squef Argentine, et à l'ambassadeur Philippe Bastelica, chargé de mission auprès de la directrice des Amériques et des Caraïbes au ministère des Affaires étrangères. Nancy Fraser nous a aussi apporté une aide financière précieuse, par l'intermédiaire du fonds de sa direction de programme au Collège d'études mondiales. Nous sommes profondément reconnaissants à Chantal Mouffe, qui du début à la fin de notre entreprise a généreusement accepté de nous accompagner, et à tous les participants aux 2 journées de travail et de réflexion, nombre d'entre eux des amis d'Ernesto. Enfin, nous nous souvenons particulièrement de l'artiste peintre Maurice Mathieu, 1934 à 2017, qui a mis à notre disposition la reproduction de son diptyque « L'enterrement de Pierre Auvernais » de 1974. En 2015, nous en avons fait l'affiche et le dépliant du colloque. Aujourd'hui, nous le reprenons en couverture de ce recueil avec l'accord de son épouse, Nicole Mathieu. Qu'elle en soit ici vivement remerciée. Paris, janvier 2019. 1. Horacio González. Université de Buenos Aires. Une lecture des dernières avancées, de la pensée de Laclos. Je vais vous lire un court texte sur la pensée d'Ernesto Laclos. Je préfère dire pensée plutôt que pensée politique, car il me paraît évident que Laclos porte son attention sur les conditions générales de l'acte de pensée, sur une question classique en philosophie que nous pourrions formuler comme on le fait d'habitude. Qu'est-ce que penser veut dire ? Nous pouvons dire qu'à travers tous ses écrits il s'efforce de penser les mouvements de l'art de penser, et qu'il énonce très précisément les problèmes, avec une extrême pertinence logique. Je ne parlerai pas de consistance parce que tout son travail semble tendre à découvrir des hiatus et des écarts, partout où une consistance menace d'apparaître. Peut-être ne devrions-nous pas non plus dire logique, puisque comme l'indique l'un de ses derniers livres en castillan, on peut subsumer toute son entreprise réflexive sous le terme plus adéquat de rhétorique. En vérité, on pourrait donner le nom de réflexion à ce que fait Laclos. C'est un terme qui, en dépit d'une légère connotation conscientialiste, apparaît dans le titre d'un de ses livres. Mais il me semble que c'est le terme de rhétorique, comme il l'a lui-même plus ou moins suggéré, qui est le plus indiqué pour embrasser l'ensemble de ses travaux. Je veux dire que la rhétorique, au sens d'un ensemble hérité de connaissances, ou dans son sens ordinaire, renferme un paradoxe fondamental présent chez tous ceux qui ont essayé d'en faire un sujet de réflexion. La rhétorique traite d'une seule question: qu'est-ce que la connaissance ? Et donc, qu'est-ce que la non-connaissance ? Mais il suffit de prononcer cette expression pour parvenir au cœur d'un des problèmes fondamentaux posés par Laclos. De quelle connaissance a-t-on besoin pour approcher de la non-connaissance ? Autrement dit, quel plein peut prendre en charge un vide sans venir interrompre ce jeu incessant du plein et du vide par une succession de pleins ? Chaque connaissance est donc connaissance de ce qu'elle peut connaître et de ce qui reste hors de sa portée, la part du vide dans ce qui semblait plein. Quelque chose altère profondément la connaissance et d'une manière irréversible. Ce sont les mises en relation qu'elle opère dans le monde, dans ce qu'elle n'est pas et qu'elle reconnaît pourtant de façon lointaine, comme son propre passé désormais inscrit dans des formes figées de la mémoire.
une mémoire, pour que nous nous fassions bien comprendre, que Laclos appelle sédimentation. La rhétorique implique une tâche impossible et pourtant constante, celle de faire savoir ce que la connaissance peut faire des choses, même si on doit admettre qu'aucune forme de vie ne peut s'y résumer et s'y confondre. Quand on reconnaît spontanément la rhétorique, on a l'habitude de la dénoncer en accusant la part du rhétorique. Le rhétorique comme un grief possible, comme une discréditation de la réalité par les mots. Les débats des anciens pour savoir si la rhétorique était la demeure du savoir ou un simple vêtement, extérieur au savoir, qui néanmoins aurait des pouvoirs qui impliquent une partie ou le tout d'un savoir, sont insolubles. Mais ce n'est pas tout. C'est l'impossibilité même de trouver une solution au problème qu'on doit à la lettre, appeler la rhétorique. D'où la mauvaise réputation d'une connaissance qui ne promet pas de résoudre les problèmes qu'elle soulève, et qui a la singularité de vouloir étudier l'invraisemblable fiction qu'est le langage de l'argumentation. La richesse paradoxale de la rhétorique et les usages si nombreux jusqu'à aujourd'hui de l'expression renvoient exactement à la tonalité de toute l'œuvre de Laclos. Les sentiments du lecteur de cette œuvre sont ceux-là mêmes qui pointent dans cette ancienne notion mettant en rapport la pensée et l'être social, même si Laclos parlerait plutôt de rapport de la pensée avec la clôture des systèmes symboliques, parmi plusieurs des formulations possibles pour désigner le rapport de la pensée avec l'illusion de son achèvement, c'est-à-dire de ce moment où la pensée rencontre son objet ou qu'elle est à elle-même son objet. Mais la conscience soudaine que la pensée ne peut pas être son propre objet représente tout à la fois une libération et la possibilité de la pensée. C'est de cette formidable étrangeté qu'il s'agit dans l'œuvre de Laclos. Autrement dit, du fait qu'une représentation, quelle qu'elle soit, est possible à condition que chaque élément qui sert à l'instituer apparaisse comme impossible à saturer, comme le disait Laclos naguère, ou à clore, comme il le dit aujourd'hui. On peut néanmoins voir dans la clôture qui sur différents plans conduit au mythe, au discours hégémonique, ou à la poésie, une illusion qui permet d'aller au-delà, c'est-à-dire de poursuivre l'imposition flottante du sens, mais l'expression ne laisse pas d'être lourde de conséquences quant au fantasme qui accompagne la pensée politique, un fantasme de pensée mystique. Tout au long de son œuvre, Laclos a procédé de la manière dont il dit aujourd'hui quelle est la façon de procéder de la pensée mystique. Il est certain qu'il distingue entre la mystique et la politique, mais cette différence elle-même, inutile de le dire, n'aboutit pas à autre chose qu'à placer le problème sur un plan qui le fait se répéter indéfiniment, sans conclusion possible. Parce que la rhétorique entendue comme l'impossibilité d'arrêter le sens à celui que prend à juste titre toute parole donnée, fait partie de la forme primaire d'où le social procède. Les deux sont faits de la matière même dont est fait l'être du discours. Je voudrais m'arrêter un instant sur l'apparition du problème mystique, et sur la lecture de Maître Eckhart dans l'œuvre de Laclos. Évidemment, il ne s'agit pas de la quête de ce qu'on ne pourrait pas obtenir en se servant exclusivement des moyens qu'il a toujours exposés, à savoir la philosophie de la logique ou la philosophie politique. Nous avons pourtant là l'affirmation selon laquelle la pensée mystique se développe sur la base de présupposés semblables à ceux de la pensée politique, mais en les exacerbant. Il est clair que les rapports entre mystique et politique, qui rappellent le rapport entre religion et politique ou religion et société, à l'origine d'une part importante de la pensée moderne, sont une clé nouvelle de la pensée de Laclos. Cette différence entre mystique et politique semble aujourd'hui le lieu où penser ce qui doit se penser pour élaborer une philosophie de la vie politique. À ce qu'il semble, la pensée mystique ne parvient pas à maîtriser les résidus de pensée dont elle tente elle-même de se débarrasser pour arriver à coïncider parfaitement avec l'absolu. Ce paradoxe que Laclos met en avant pour comprendre les écrits d'Eckhart et de tout mystique digne de ce nom, ou de toute pensée mystique, ne trouve pas de solution dans les termes mêmes que la mystique propose. La mystique est-elle une manière fausse de poser les problèmes mêmes de toute expérience possible ? L'expérience mystique dans son effort pour nommer Dieu fait l'épreuve du drame insoluble qu'est l'imposition des noms, puisqu'au moment même où nous nommons les choses nous nous en séparons aussi et les méconnaissons. De cette manière, nous placerions le représentable sur un plan qui élimine toute expérience véritable des choses. On pourrait pour préciser, appeler cela l'irreprésentable dans le représentable. Ce paradoxe se comprend si on lui donne à son tour un nom. C'est la plénitude d'une chose absente, ce qui pour Laclos renvoie aussi bien aux modalités de la pensée politique qu'à celles de la représentation.
Elle est impossible mais nécessaire, tout comme l'est la coexistence dans un même objet de ces deux fonctions, et on peut de la même manière dire que la clôture et l'hégémonie sont impossibles mais nécessaires. Tout ceci nous introduit au drame de la représentation que Laclos, certes, ne désigne pas par ce mot de drame que nous utilisons intentionnellement ici pour désigner son œuvre avec une extériorité procédant d'une théorie du sujet traditionnelle. L'œuvre est bien évidemment construite en vue de cela, et certainement aussi l'appel. Cet au-delà, dont nous avons parlé plus haut, ou ce que le langage commun appelle d'ordinaire un plus, ou les fonctions du mythe dans les écrits de Sorel selon Laclos, vient des pouvoirs de la rhétorique qui garde toujours ouvert le champ de la pensée, ou de la politique qui ici serait son équivalent. Mais cette finitude, l'existence d'un au-delà du donné, suppose la réintroduction des différences et des particularismes qui sont propres au sujet de la facticité, quelque chose qui incontestablement existe mais dont on ne peut pas se rendre compte. Par exemple, ce que je fais en ce moment, écrire et lire ce texte, dans un présent absolu ou détaché de la suite de mes actions, pour fixer un moment ou un sens, sans recours possible à un métalangage. Dans ce cas, quelque chose existe qui ne peut rendre compte de soi, et cela il faut le savoir. Mais un autre texte pourrait en rendre compte, et cela aussi il faut le savoir. Ces deux modes du savoir, l'un du côté du moins, l'autre du plus, font le drame de la connaissance. La contingence de tout énoncé en tant que tel, c'est aussi ce qui entretient l'illusion de son impossible clôture. Mais dès lors qu'elle peut être postulée, cela permet de se représenter un énoncé unique, et le seul concevable, en même temps que la réintroduction de particularités réelles et contingentes. Ou pour le dire mieux, réelles dans leur contingence. Laclos fait entrer dans la définition de l'hégémonie de nouveaux concepts, comme celui d'incarnation, une idée que naturellement il entend distinguer de ce que l'expérience chrétienne nomme ainsi. L'incarnation, c'est la plénitude absente de la communauté, formule paradoxale comme toutes celles que propose l'essai rhétorique de Laclos, dans laquelle un sens s'incarne à condition de le déformer ou comme il le dit dans d'autres de ses travaux de le déplacer. Dans un de ses ouvrages antérieurs, Laclos parle de sédimentation, en empruntant ce terme à Husserl, avec cette façon constante qu'il a de relire toute la philosophie du XXe siècle. Ce qui est en jeu, c'est une tentative de donner pour sens au sédimenté, celui de quelque chose qui est déjà cristallisé mais n'est pas immédiatement visible. Le sédimenté garde une apparence d'objectivité mais peut être revisité et ainsi laissé paraître, au travers de nouveaux antagonismes, son caractère contingent. Ces formes endormies et déjà données, si on les convoque de manière adéquate, se révéleront contingentes dans ce moment présent et dans n'importe quel présent. Penser, c'est ce présent où c'est aujourd'hui, où se révèle un substrat de connaissance emmagasiné. Laclos dit se révèle, et nous ne pouvons pas ne pas remarquer que le terme a une lointaine coloration mystique. Cette présentification du sédimenté se définit comme une facticité originaire. On a là une manière inédite de projeter sur l'illusion hégémonique ou représentationniste du sédimenté la contingence des origines. Cette révélation annonce la profonde compatibilité de la pensée mystique avec la pensée politique, non parce qu'elle développerait des motifs convergents, au contraire, nous savons qu'ils peuvent être opposés mais parce que ce sont des formes communes qui se rencontrent sur un unique problème, à savoir ce que penser veut dire. Nous ne pouvons pas cesser de nous sentir surpris de ce que, aussi légèrement que nous ayons décrit cette expérience, elle crée une formidable occasion de faire de la politique une expérience d'autoréflexion, et donc, une philosophie. Ce n'est rien d'autre que ce que des milliers et des milliers de personnes réclament dans ce pays et dans le monde, en lui donnant un autre de ses noms possibles, celui de justice. Traduction Anne Morel. Judith Butler. Maxine Elliott, Professor of Comparative Literature et Critical Theory, University of California, Berkeley. Laclos, Marx, and the Performative Power of Negation. I am honored to be here today to reflect not only on the work of Ernesto Laclos, one of the truly great thinkers in our lifetime. Ernesto always challenged me. We had great solidarity, but that was a solidarity with some agonism, and like many people, I looked to him to understand the shape and promise of the left. Of course, he was pleased when people agreed with him, but he came to life in a different way when people disagreed.
I understand my task, one that I take on gladly, to honor this great and singular political thinker, this philosophy, and also to keep the work alive through a living engagement. That means that I read him now, I continue the conversation we had, one in which I maintain solidarity with him, and also treated him, I treat him still, a thinker who thought he's alive, who thought he pertinent, especially how we try to consider, what still defines the left, and how do we critically understand our world. You doubtless know Laclau's writings were meticulous, erudite, and clear. They proceeded methodologically, making explicit the premises and conclusion of his argument. At the same time, he revisited and refined some of his own key concepts at different points in the course of his intellectual career, offering new formulations that brought into focus new formal and linguistic dimensions of his analysis. Although, for instance, rhetorical or tropological analysis was always present in his work, it obviously became more important in some of the last of his published works where he argued that rhetoric is the foundation of social philosophy. It is a foundation insofar as every social and political process is, in fact, structured according to key forms of substitution, condensation, and displacement. The formal features of metaphor and metonymy allow us a way to understand how key political signifiers operate in forming and dissolving group, in establishing and disestablishing identification. In some of his tropological restatement of the operation of hegemony, he offers a way to reconsider very basic principles within Marxian analysis. In his view, no conceptual structure finds its internal cohesion without appealing to rhetorical devices. His move to both rhetoric and logic constituted a significant departure from Marxist theory, one might call it post-Marxist. And yet, I want to suggest that even Laclau took distance from some dimension of Marx's work, the Hegelian concept of negation, the problematic invocation of totality, the reliance on form of historical determinism, and also re-articulated on aspects of Marxist analysis that gave it a new language and a new life for the political present. I hope today to distinguish between the Marx that Laclau sought to overcome, and the Marx that he sought to re-articulate. In following this path, I believe we have a chance to understand both the complex erudition of Laclau's work as well as its pervasive originality. We also perhaps have a chance to rethink the question of why and how it is possible to emerge from subjugation into form of solidarity or alliance through the process of articulation that is derived from the Gramscian tradition and that continue, in the work of both Laclau and Chantal Mouffe, to illuminate crucial form of coalition that belong to a political trajectory both democratic and oppositional. Few questions could be as important as the ones to which Laclau dedicated his incisive and capacious thinking. How do people come together whose apparent interests and apparent identities do not at first seem to have a relation to one another? How do we describe the process in which one group becomes linked to another, establishing a growing opposition to powers that dominate? And how we might ask does that form of articulation rely on rhetorical structure animating social process by which new life and new hope are given to a radical democratic future? If I take issue with Laclau along the way, please understand that is my way of keeping our relationship alive. He would not want me to submit to his view without a struggle. It was my impression that he loved a good struggle. It was a sign that someone was profoundly engaged in the work, and that he had a worthy interlocutor. He was one such person for a period of time, and I strive to be that, still, even I know he is gone and like so many tens of thousands, he mourns the passing of this unparalleled intellectual and political presence from the world. Let us turn first to the question of Laclau's relation to Marx, and to the idea of collectivity and futurity that we find there. When Laclau turned to Marx, it tended to contrast two very different genealogies of thinking that emerged from Marx's writings. The first is Marx's contribution to the critique of Hegel's philosophy of right, in which Marx narrates the coming into being of the proletariat in Germany, a result of rising industrial development. The proletariat proclaims the dissolution of the hitherto existing world order, and in doing so it makes explicit what Marx calls the secret of its own existence.
Indeed, the proletariat contain within themselves the principle by which the world order is dissolved, one that we might understand a power of determinate negation. So they come into being, but that coming into being, realizes that power of negation dissolves the established world order. The one not only brings about the other, the two are simultaneous. We could not fully understand what it means for the proletariat to come into being, if we did not understand that such an emergence brings with it a downfall of the existing world order, since the existing world order is organized by the principle that the proletariat will never come into being, for if they did, that would mean or, rather that would be the end of property. Indeed, to understand that coming into being of the proletariat, we would have to understand as well the moment in which they proclaim the end of that world organized by the principle of property. That proclamation wields the power to destroy property, and all the relations of property, including class relations, that follow. This proclamation is not a random speech act. Rather, it is a speech act that becomes possible once class consciousness is realized or, rather, it is the linguistic realization of that consciousness. This negation of property thus becomes a principled opposition to property, and the proletariat are identified with that principle which then, in turn, becomes the new organizing principle of society, the founding of a new propertyless society. In Marx's words, the proletariat rests to the rank of a principle of society what society has made the principle of the proletariat, what without its own cooperation is already incorporated in it as a negative result of society. In other words, property negate workers, and so when workers become proletariat, they emerge into the world, but they can only emerge to the extent that property is negated. They negate the condition of their own negation and, as a result of their cooperation, emerge. Laclau will take issue with this particular formulation, one that is clearly too Hegelian for his own purposes, and claims that according to this account given by Marx, the particular body of the proletariat represents, by itself, unmediated universality. This is, however, not the only way of thinking found in Marx. A contrast this passage to another one from Marx which he finds more promising, one which, in his view, expresses in abbreviated form the structural moment of the hegemonic operation. Marx ASKS. On what is a partial, merely political revolution based? On the fact that part of civil society emancipate itself and attain general domination. On the fact that a definite class, proceeding from its particular situation, undertakes the general emancipation of society. For the revolution of a nation and the emancipation of a particular class of civil society to coincide, for one state to be acknowledged as a state of the whole society, all the defects of society must conversely be concentrated in another class, a particular estate must be looked upon as a notorious crime of the whole of society, so that liberation from that sphere appears a general self-liberation. In this second citation from Marx, we see that it is, importantly, only a part of civil society that comes to represent the general emancipation of society, not because that part contains within itself the principle according to which the negation of existing society will take place. Those who belong to that part do not contain it in themselves. Rather, they make a bid for a representative status in relation to both the powers of negation and of emancipation. That status depends on being generally acknowledged. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.